je me présente. Donc, mon nom est Angelika Gross, je suis membre du MFRB. Mon rôle ce soir, c'est d'accompagner cette table ronde en tant que facilitatrice. Le thème de la table ronde, c'est la place du travail, donc, et penser le revenu de base comme un outil dans un projet de société qui vise l'avenir. Au préalable, j'aimerais rappeler que dans des années 90 à aujourd'hui, nous avons vu ce thème se développer déjà dans d'autres circonstances aujourd'hui. La nature, les conditions du travail se sont transformées dans le sens d'une précarisation de plus en plus sensible. Les droits sociaux universels conditionnés à un emploi correctement rémunéré ne garantissent plus au grand nombre, y compris donc les femmes, ni une vie active décente, ni une retraite adéquate. Dès lors, n'est-il pas nécessaire de remettre en question la doctrine de la valeur travail et de réfléchir séparément au droit à une sécurité sociale universelle garantissant une existence digne et un droit à un emploi, au droit à un emploi. Donc, avant de vous faire découvrir les intervenants de ce soir, une petite remarque sur le déroulé. Donc, après les interventions, je vais faire passer le micro au public pour 2 ou 3 questions de compréhension d'abord. Et ensuite, vous pouvez aussi exprimer vos points de vue. Maintenant, donc, au bout de la table ronde est Patrick Albert, un des pionniers de l'intelligence artificielle. Il se chargera de situer le sujet de notre table ronde dans le contexte de l'automatisation du travail et en évoquera les conséquences. À côté de moi se trouve Jocelyne Cabanal, membre de la CFDT. Elle positionnera le sujet du point de vue d'un syndicat. Alain Véronèse est militant d'Agir contre le chômage. Il abordera le sujet dans le contexte de la critique du travail entamée dès les années 90 dans le cadre de lutte pour la défense du droit des chômeurs. Maud Simonet est chercheuse en sociologie du travail au CNRS et à l'IDES Nanterre. Elle abordera le sujet de notre table ronde du point de vue scientifique avec un accent particulier sur la situation des femmes. Au sein du MFRB, le couplage valeur et travail apparaît très tôt comme un nœud aussi vital que toxique, fait de contradictions, d'injonctions paradoxales et autres doubles contraintes à déconstruire très soigneusement afin de dégager un projet de société où l'estime de soi et les forces de conviction en faveur d'une culture de la paix gagnent du terrain indépendamment de la recherche d'un statut social lié à un emploi. Je passe maintenant la parole à Patrick Albert. Moi, je suis nouveau au revenu de base. J'ai vu ça sur mon horizon depuis longtemps, mais sans m'y plonger plus avant. Et entre autres, j'ai vu ça émerger du côté des politiciens libéraux et du côté de la Silicon Valley. Je pense à des gens assez peu recommandables tels que Bill Gates ou nouvelle génération telle que Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, qui explique qu'il faut absolument que l'humanité passe sur ce modèle de rémunération. Et donc j'ai voulu explorer un peu comment ça pourrait se passer et quels problèmes ça pourrait poser. Et je suis très content de passer après l'exposé précédent qui explique exactement l'inverse et à mon avis qui est plutôt du bon côté de l'affaire. Donc je parle d'une hypothèse, c'est que le revenu de base est financé par les progrès en productivité acquis par l'intelligence artificielle. Donc c'est en 3 temps.
l'IA tient ses promesses. Alors c'est une science, une technologie, une industrie qui a fait beaucoup de promesses et qui a passé un peu son temps à ne pas les tenir, ce qui a causé des problèmes. Donc là, je fais l'hypothèse que le moment est venu et qu'elle va tenir ses promesses d'automatisation généralisée. Si c'est bien le cas, les machines sont de plus en plus impliquées dans la production de valeur, de richesse, de services, et donc le travail humain devient secondaire, éventuellement marginal. Et c'est vraiment l'objectif des gens qui font ça. Dans ces conditions-là, le revenu de base, il a deux propriétés. Il devient à la fois possible, puisque beaucoup d'argent, beaucoup de richesse est produite par les machines, et il devient nécessaire pour deux raisons. Il faut bien que les gens vivent, se logent, se nourrissent, éventuellement se déplacent, d'une part. Et de l'autre, du point de vue des gens qui fabriquent ces machines, ces nouvelles machines, c'est qu'ils ont besoin d'un marché solvable pour gagner de l'argent et se faire la compétition entre eux. Pour qu'il y ait un marché solvable, il faut que les gens puissent consommer, donc qu'ils puissent payer, et donc le revenu de base est une façon pour eux de s'assurer d'avoir un marché solvable. Donc ça fonctionne. Donc, alors le problème, ce qu'il y a, c'est que ça introduit d'autres changements fondamentaux, et c'est là-dessus que je voudrais passer maintenant. Oups. Si j'y arrive, alors, c'est dans l'autre sens. Voilà, donc 2 mots sur l'intelligence artificielle. Ça a démarré, c'est très très récent, il y a 7 décennies. Les mathématiques, ça a quelques milliers d'années. La physique, c'est assez lointain. Donc 1956, l'objectif qui a été annoncé, c'était la fabrication de machines intelligentes. Donc c'est ce qu'on voit arriver en ce moment, des machines intelligentes qui maîtrisent le langage. Donc ça, je pense qu'un peu tout le monde maintenant connaît ChatGPT et ses collègues. Ça sait faire des phrases, ça donne l'impression de comprendre celles que nous, on produit, voire ça sait discuter entre elles. Ça commence à savoir former des abstractions, c'est une des qualités des humains, si on n'est pas trop mauvais pour faire ça. Et il voulait que ça résolve progressivement l'ensemble des problèmes que nous, on sait résoudre. Et quelque chose de très important, c'est qu'elle s'améliore elle-même. Donc le projet de cette science, qui est devenue une technique et qui maintenant est devenue une industrie, une des premières industries, si on regarde la capitalisation des GAFAM, c'est de faire des machines plus intelligentes que les humains. D'accord. Donc ils savent faire tout ce qu'on fait, et tendanciellement, comme elles savent s'auto-améliorer en apprenant, maintenant elles commencent à savoir se programmer elles-mêmes, donc tendanciellement à le faire mieux. C'est l'objectif. Donc voilà le point de... Alors, je vais m'y faire. Alors pendant très longtemps, moi j'ai fait ma thèse là-dessus il y a quelques décennies, ça ne marchait pas. On arrivait à faire des choses, mais de façon très ponctuelle, ça coûtait très cher et ça avait du mal à évoluer. Il y a eu un moment de rupture, la date c'est 2012, où les machines se sont mises à apprendre, à être capables d'apprendre. C'est ce qu'on appelle le deep learning. Il y a vraiment un avant et un après. Avant, chaque application, c'était une à la fois, c'était difficile, douloureux, pas grand monde savait faire ça. Quand vous avez des machines qui commencent à pouvoir apprendre, voire à apprendre à d'autres machines, c'est ce qui commence à se passer maintenant entre les ChatGPT, le monde n'est plus tout à fait le même. Donc c'est ce basculement. Alors les gens se moquaient de l'IA parce que je disais que ça faisait mal ce que les hommes savaient bien faire, ce que les humains savaient bien faire. Maintenant, on commence à changer de paradigme, et en fait, ça commence à savoir bien faire ce que nous, on sait faire, et tendanciellement à le faire mieux que nous. Où on en est depuis 2012, il y a eu une dizaine d'années qu'on passait pour améliorer, pour passer de la première victoire des machines apprenantes à la stabilisation et au développement de ça. Et en fait, il y a un sprint en cours maintenant qui a démarré en 2010. DeepMind, c'est la boîte qui a, pour ceux qui s'y sont intéressés, une boîte anglaise qui a gagné au jeu de Go avec
un logiciel qui s'appelait AlphaGo, quelque chose que personne ne pouvait penser possible en vérité, y compris dans le milieu de l'intelligence artificielle. Donc je veux mettre en évidence cette accélération à laquelle on assiste. Aussi c'est qu'ils ont été achetés par Google. Bon, je pense qu'un peu tout le monde a entendu parler de OpenAI. Le but avoué le but de DeepMind, c'est résoudre l'intelligence. Rien que ça. Le but avoué de OpenAI, c'est de faire des machines plus intelligentes que les humains. Donc en fait, c'est de renouer avec cet objectif initial du domaine qui avait été complètement oublié parce qu'il était absolument inatteignable pendant des décennies. J'ai regardé la dernière valorisation de OpenAI là, en bourse, c'est 300 milliards de dollars. Alors qu'ils font des pertes absolument colossales. Donc il y a vraiment des gens qui pensent que cette affaire est envisageable et qui risquent des sommes absolument colossales. Je cite Anthropic, qui a été fait par des gens qui sont partis de OpenAI. Eux, ils disent que l'intelligence artificielle générale, donc c'est le nom que ça a pris maintenant, c'est ces machines plus intelligentes que les humains, c'est intelligence artificielle générale. Eux, ils la voient dans la décennie à venir. Et il y a Meta, donc c'est ex-Facebook, c'est Zuckerberg, qui dit « Nous devons aller vers l'IA générale ». On ne voit pas bien le rapport avec ce que fait Facebook, ni Instagram, ni les autres, mais il s'est mis ça comme objectif. Et en fait, ils veulent faire une machine absolument monstrueuse qui rassemble 600 000 petites machines unitaires spécialisées pour les anneaux. L'image de ces IA-là, ce pas des algorithmes, hein, ce sont des machines qui activent des programmes. Ce sont des machines. C'est un peu comme si on pensait à une centrale nucléaire. C'est ce type de complexité, de taille. Bon, j'ai fait une image. Donc en fait, on parle de data center, mais il y a un mot plus approprié, c'est AI factories. Ce sont des usines. C'est les nouvelles usines. Et ce sont des usines qui ne produisent pas des objets physiques, mais qui produisent des objets informationnels. Mais le nom approprié, c'est AI Factories. Et donc, qu'est-ce que ça veut faire? Ça veut automatiser. Donc, c'est la suite des premières machines, hein, de la machine à vapeur. C'est l'étape d'après. Les activités intellectuelles, donc il y a ce qu'on appelle les cols blancs, qui ont longtemps échappé à l'automatisation, là ils y arrivent. Donc on distingue les décisions de routine, faut-il accorder le prêt et à quel taux par exemple, toutes les décisions bureaucratiques finalement assez simples, assez répétitives, les décisions expertes, genre dire ça, c'est une cellule cancéreuse. Donc là, il y a beaucoup de savoir-faire dans cette affaire. Et puis, il y a l'assistance aux créatifs. Donc les créatifs restent créatifs, mais ils ont des outils de plus en plus puissants qui les assistent dans ce qu'ils font. Il y a les blouses grises, alors on les oublie souvent un peu. Ça, c'est le contremaître. Un des problèmes dans ce monde-là, c'est que le contremaître, c'est une machine. Donc c'est une machine qui sait surveiller tout ce qui se passe, le contrôler, qui sait faire du benchmarking parce qu'elle collecte toutes les informations possibles, donc de la mise en compétition et des machines et des humains qui restent dans l'affaire, et évidemment qui adore faire des tas de comptes rendus. J'accélère. Il y a les activités manuelles, évidemment, et les activités artistiques. Et c'est là où j'en viens, c'est quel est le monde que ça produit. Donc ça produit un monde où on envisage le revenu de base, mais pas que. Donc ça, c'est l'objectif de la boîte d'IA à la mode en France. Hein. Macron, dans un de ses discours, a dit « Ah, mais il faut installer chez vous Mistral.ai ». Ils veulent redéfinir nos vies. Donc c'est vraiment des objectifs extrêmement ambitieux et qui sont à peine inimaginables. J'avance. Donc où est-ce que ça va? Alors il y a un des mondes possibles que le truc s'autodétruit. C'est qu'en fait, ces machines intelligentes, alors avec ou sans guillemets, mais disons que ce qu'elles font, c'est ce que nous on fait avec notre intelligence, donc on peut éventuellement oublier les guillemets, ça peut détruire le monde d'une façon ou d'une autre. Hein. De la même façon que les physiciens ont inventé la bombe atomique, ça c'est la nouvelle variante. Donc il y a toute une communauté qui s'excite autour de ça. Mais là, je vais faire l'hypothèse que c'est pas ce qui va se passer. Donc ça produit ce monde-là. Ou l'autre, c'est une machine.
d'accord? Où en fait, le monde dans lequel on socialise, c'est une machine. Alors pourquoi je mets ça? C'est parce que les gens qui font ça, ils veulent vendre. Et en fait, ils veulent utiliser notre temps libre, ils veulent en faire un temps mort, dans lequel on n'a plus l'initiative, dans lequel ce sont eux qui ont pris l'initiative. Et donc leur initiative, c'est de nous vendre une existence avec ces choses-là. Il y a une entreprise qui fait un malheur, qui s'appelle Character.ai. Et en fait, ils font des choses comme ça avec lesquelles vous pouvez discuter, qui petit à petit vous connaît. Les statistiques autour de ça, c'est que les adolescents, c'est 18-35 ans, ils passent plus de 2 heures par jour maintenant à discuter avec leur avatar. Et en fait, c'est votre meilleur ami, sexe compris ou pas. L'étape d'après, c'est les métavers. Donc là, c'est le monde est une machine. Donc en fait, alors, ce qui se passe, c'est que tout le temps, il faut payer. Tout est marchandisé dans ce monde-là. Hein. Votre temps est marchandisé. Parce que là, vous vous baladez, c'est gratuit. Maintenant, il faut payer. Et ça va être très difficile à résister parce qu'on va être conditionné dès le plus jeune âge. Là, j'ai pris une pub pour Google Home. Et cette pub, elle était sur le site parents.fr. Hein, donc on voit très bien à quoi ça s'adresse. Et enfin, il y a les mâchoires du piège, c'est qu'il y a un côté technoprison, c'est l'utilisation policière, militaire, administrative de ces IA. Et il y a le côté technococon, donc là je cite Tocqueville, c'est que ça nous ôte le trouble de penser et la peine de vivre. Et c'est vrai que c'est parfois difficile. Et donc pour conclure, ma proposition, c'est parce que ce monde-là, on ne sait pas s'il va réellement advenir, parce qu'il se cause lui-même des énormes problèmes, et il y a une promesse dont on n'est pas sûr qu'elle sera tenue, mais il faut quand même, et il n'est pas inutile de l'anticiper. Et donc ce que j'ai voulu mettre en titre, c'est que quand on fait faire, ça nous défait. Quand on fait, ça nous fait. Quand on fait faire, ça nous défait. Et que donc il faut rester attaché à faire, cultiver le réel, la terre, la chair. Et alors là où mon discours est un peu compliqué, c'est qu'il faut réhabiliter des choses qui ne sont pas du tout à la mode dans notre société. C'est l'effort, l'ennui, et non pas la politique, mais le politique, c'est-à-dire se réapproprier les décisions. Et j'en ai fini à peu près dans les temps, merci. Merci beaucoup, Patrick Albert, pour cet énorme effort de nous dépeindre un portrait de l'intelligence artificielle des années 50 jusqu'à aujourd'hui. C'est assez effrayant et je suis très heureuse qu'on en soit ici aujourd'hui en direct, physiquement. Donc ça nous fait quand même faire un pas vers ce monde souhaité où on se parle en direct et on fait la réflexion par nous-mêmes. Donc je veux bien passer la parole maintenant à Jocelyne Cabanal qui nous donnera une vision de l'état des choses qui concerne donc le monde du travail d'un point de vue de syndicaliste. Merci. Donc, Jocelyne Cabanal, je suis syndicaliste donc à la CFDT et j'ai en charge plus particulièrement les questions de protection sociale. Et donc, nous, on est encore dans le monde réel, dans le monde où tout n'est pas encore fait par l'IA, même si on voit bien que l'IA arrive. Et on s'est posé la question du revenu universel parce que, en fait, il y a cette question de la centralité du travail qui change. Et on se posait vraiment la question de, dans ce cadre-là, comment la protection sociale peut s'arrimer au revenu universel ou l'inverse. Et donc, à l'origine des discussions, il y avait cette compréhension que l'économie numérique et l'ubérisation de l'économie, parce que derrière cette économie de plateforme, il y a des petites mains. Et en même temps qu'on a vu se développer Uber, on a vu aussi se développer des gens qui maintenant travaillent à la tâche. Et ça bouleverse le monde du travail et le droit du travail.
on entendait aussi beaucoup de critiques de la protection sociale qui serait trop complexe et qui n'aurait pas réussi effectivement à faire disparaître et la pauvreté et les inégalités. Et donc on s'est vraiment posé la question de savoir si le revenu universel pouvait être la réponse pour recréer des formes de solidarité différentes. Alors, ce qui nous gênait un petit peu dans la réflexion, c'était de voir que le revenu universel, il était à la fois accaparé par des libéraux, voire des très libéraux, et on en parlait avec l'intervenant précédent, notamment dans la Silicon Valley, il y a des gens qui ont mis en place le revenu universel. Et c'est un revenu universel, solde tout compte. À partir de cette somme-là, vous vous débrouillez avec cet argent-là. Et puis, on avait aussi les altermondialistes qui s'étaient emparés du sujet avec la question du temps libre et d'une forme d'émancipation complète du monde du travail. Et donc, on se posait la question comment le même outil pouvait avoir ces deux fonctions-là, et est-ce que c'était le même outil ? Et donc, on est parti aussi un petit peu du coup à l'envers en se disant, si on imagine un revenu universel utopique de nos rêves, à quel besoin doit-il répondre ? Quels sont les problèmes non résolus de notre société auxquels ce revenu universel ou ce revenu d'existence pourrait répondre ? Et quels sont les publics qui bénéficieraient de ce revenu ? Alors, censément, normalement, c'est tout le monde. Et en fait, chaque fois qu'on a posé cette question-là, on s'est aperçu que le revenu universel ne permettait pas seul de répondre à cette question-là. Par exemple, si on prend la question du revenu universel comme protection sociale pour lutter contre la non-reconnaissance du travail, notamment du travail des femmes. Et donc, ce revenu universel qui permettrait de passer plus de temps pour faire du lien. En tant que syndicaliste, ça nous posait un problème parce que ça niait la professionnalité des métiers du care. Et donc, on avait une crainte en se disant, juste si on met le revenu universel en disant, du coup, maintenant, on peut passer du temps à s'occuper en tant qu'aidant de ses proches, on avait cette crainte que, du coup, les femmes retournent à la maison. Elles n'ont plus de problème d'argent, elles peuvent s'occuper des parents, des parents et des enfants, et du coup le truc il est réglé. Et tout ce qui est notre combat, au contraire, pour faire des métiers du soin, des métiers qui soient reconnus, dont on reconnaisse la valeur, qui soient payés à sa juste valeur, c'était ça frottait complètement. De la même façon, cette idée de dire on donne le même revenu à tout le monde, à la fois, on trouvait ça très intéressant et on se posait la question, oui, mais si on doit arriver à, en même temps, compenser des inégalités de naissance, par exemple le handicap, par exemple l'éloignement d'un certain nombre de choses, on avait un problème. Parce que, du coup, il fallait donner un petit peu plus et que le revenu universel, il nous gênait du point de vue de l'équité. Et donc, on a finalement abouti à se dire ce que pouvait être un revenu universel et en quoi, pour nous, il y aurait des lignes rouges. Alors, en tant que syndicaliste, on reste quand même très attaché au travail, à la reconnaissance du travail. Et donc, le travail, au sens de son utilité sociale, est outil d'émancipation. Je pense que ce combat féministe très fort d'accéder à l'indépendance, d'accéder à l'autonomie par le travail, par le choix de ce qu'on fait, il reste un combat qu'il faut continuer à mener. Et donc, il faut accepter l'idée de continuer le travail. On refuse aussi que ce soit l'abandon des individus à leur sort. Et donc, du coup, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est réduire la protection sociale à la solvabilisation des individus. Et ce qu'on imagine, en fait, comme revenu universel, c'est un revenu universel qui ne soit pas que financier. C'est-à-dire que pour nous, il y a vraiment un triptyque, sans doute une question financière pour que chacun ait un revenu décent, et donc on est plutôt là dans un revenu minimum, mais en même temps, l'accès
l'accès à des éléments financiers, j'allais dire un petit peu compensatoires, qui sont liés à la situation de la personne dans la vraie vie. Est-ce qu'on est dans un territoire qui a des difficultés particulières ou pas? Est-ce que soi-même on a des difficultés particulières ou pas? Et en fait, ce qui nous paraît aussi extrêmement important, c'est que dans le revenu universel, pour nous, il faut intégrer les services publics. C'est-à-dire que si on veut que le revenu universel soit un projet émancipatoire, il faut qu'on intègre un projet de société et que donc on ne le réduise pas à une question financière. Et donc dans les services publics, on met aussi une protection sociale qui intègre la question de l'accompagnement, l'accompagnement vers la dignité, l'accompagnement pour réduire certaines difficultés, parce qu'on sait que les uns ou les autres, on peut avoir par moments des moments de fragilité. Et donc, pour nous, il faut en même temps tenir compte de l'existant. On fête aujourd'hui les 80 ans de la sécurité sociale. Franchement, il suffit d'aller à l'extérieur de la France et par exemple aux États-Unis pour se dire qu'on a quand même une pépite qu'il faut arriver à faire fructuer. Il faut l'intégrer dans notre réflexion et intégrer la question d'un revenu pour les plus fragiles d'entre nous qui permettent de vivre décemment. Nous, on intègre aussi la question de certaines gratuités en matière d'eau, en matière d'électricité, en matière maintenant d'énergie informationnelle. Et je pense que le droit à la connexion doit faire partie des choses qui sont accessibles. Et donc, il nous faut penser ensemble des garanties collectives fortes. Et là où on a vraiment des craintes parfois, quand on entend des visions du revenu universel qui sont uniquement financières, qui conduisent à une forme d'individualisme et d'individualisation des droits, nous, il nous semble qu'il faut les personnaliser, donc en tenant compte des gens tels qu'ils sont, mais dans le cadre d'un projet collectif qui soit débattu, qui permette de faire des choix, et des choix parfois difficiles, comme on est obligé de le faire dans la période. Et donc, ce qui fait que pour la CFDT, pour conclure, je vais essayer moi aussi de tenir le temps qui m'était imparti. Il me semble que agir pour cette société et le projet de société donc, que la CFDT défend, ça veut dire, en tous les cas, investir fortement dans deux axes. Un, renforcer la sécurité sociale avec tous ces dispositifs de protection, et donc plus globalement notre modèle social. Ne pas le réduire simplement à de l'argent. Donc un socle financier, des prestations complémentaires personnalisées, l'accès à l'accompagnement et à des services publics respectueux. Et puis d'autre part, combattre pour un travail digne, combattre pour un véritable partage de la valeur, y compris dans un monde où l'information prend une importance de plus en plus grande, avec notre conviction. Et quand chaque fois on a monté un observatoire du travail et les salariés qu'on syndique nous le renvoient très fortement, notre conviction, c'est que le travail, c'est un lieu fort de sociabilité. C'est un lieu qui peut s'enrichir dès lors qu'on respectera un certain nombre d'éléments. Et dans ce combat pour le travail, on a 7 dimensions sur lesquelles il nous semble qu'il faut progresser. 1. Redonner du sens au travail. 2. Renforcer le pouvoir d'agir des travailleurs, c'est-à-dire que ce soit dans les secteurs privés, mais aussi dans les administrations, on doit pouvoir respecter le droit des travailleurs à penser pour eux-mêmes, agir pour eux-mêmes. Entre parenthèses, ça s'oppose à l'idée qu'il y ait des chaînes hiérarchiques qui soient uniquement automatisées. 3. Ça ne se fera pas pour les travailleurs, mais avec les travailleurs, et donc il faut mobiliser les travailleurs pour conduire les transformations qui les intéressent. 4, ça passe par la promotion d'un management et des organisations du travail plus justes. Ça passe aussi par faire du travail un facteur de santé, en articulant aussi les temps de vie et les temps de travail. Et enfin, poser la question du travail comme un espace d'égalité et d'inclusion. Voilà les 2 grandes dimensions sur lesquelles on veut avancer. Merci beaucoup, Jocelyne Cabanal, pour ce très, très beau exposé. J'en ai retenu pas mal d'éléments.
je voudrais sans tarder passer la parole à Alain Véronèse pour un exposé sur la critique du travail. Je propose que, voilà, après l'intervention de Maud Simonet, on fera un retour un peu critique sur vos exposés. Mais avant tout ça, je ferai passer la parole. Oui, moi, j'espère la critique. J'adore les critiques, les bonnes critiques. J'adore fondamentalement le débat. La table ronde, l'atelier, s'appelle « Repenser la place du travail ». Vous allez voir, je pense que c'est le travail qu'il faut repenser lui-même. Le travail, la valeur travail, je ne pense pas qu'il faut essayer de repenser lui-même. D'autre part, le sous-titre de l'atelier, c'est le revenu de base, un outil qui nous libère du temps. Il faudrait parler au conditionnel, parce que le revenu de base n'étant pas encore totalement universel, ça pourrait être un outil qui libérerait du temps. Je vais parler de ça, je vais parler que de ça. Et quelquefois, il y a une phrase qui circulait bien en MFRB et ailleurs, c'était qui formulait une évidence finalement. Le temps, c'est de l'argent. Nous voulons de l'argent pour inventer un nouvel usage du temps. Nous voulons de l'argent pour inventer un nouvel usage du temps. À mon avis, c'est à cela que devrait servir l'Europe du bal. Bon, quand j'ai dit ça, j'ai presque tout dit finalement. Mais quand on m'accorde 10 minutes, je vais développer un peu cette idée. Alors, Patrick Albert, on a vu, il est super balèze en high-tech. Moi, disons que je suis un peu différent. J'en suis resté à ce qu'on appelle les sciences molles, à savoir philosophie, sociologie, etc. Bon, et peut-être dans ce monde numérique, mécanisé, possédé par les algorithmes, il faut un peu de mollesse dans les concepts pour essayer de concevoir de nouveaux univers. Alors, bien, une chose qui est vraiment évidente, l'intelligence artificielle qui va faire des dégâts sur le marché du travail, ça paraît maintenant absolument évident. C'est vrai qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ChatGPT, c'est fascinant, ChatGPT, la robotisation, automatisation qui va dans les entreprises et qui rend pas y compris des emplois qualifiés, le travail-emploi, le marché de l'emploi, à l'horizon de quelques années, va être totalement bousculé. On parle quelquefois d'une disruption sur le marché du travail. Il y a des études nombreuses que je ne vais pas citer qui parlent au niveau mondial, la suppression de 300 millions d'emplois au niveau mondial. Ça va poser la question de la place du travail dans la société, etc. Et c'est à partir de cette interrogation, cette angoisse, cette anxiété que j'ai essayé de positiver cette transformation en cours et que nous ne pourrons pas arrêter. Mais avant de parler du travail, moi je suis un petit gars un peu je ne sais pas quoi, je dis il faut essayer de poser une définition du travail. Je vais critiquer le travail, mais pourquoi pas essayer de préciser de quoi l'on parle et donner une définition du travail. Alors vous allez voir, je vais donner une définition à double entrée, dont j'avoue qu'elle n'est pas totalement originale. J'ai dû l'apprendre dans des quelques livres que j'ai lus. D'abord, pendant tout un moment de mon topo, qui j'espère n'est pas trop emmerdant, je vais énoncer des évidences. Je m'excuse, mais comme disait un auteur qui est son heure de gloire, sont quelquefois les évidences les moins connues. Bon, alors moi, comme j'ai lu l'auteur en question, je vais vous entretenir d'évidences, et puis à la fin, peut-être, il y aura peut-être quelque chose, l'embryon d'une idée. Alors, le travail, qu'est-ce que c'est? Alors, je m'excuse, c'est un rapport entre les hommes. Le travail, c'est un rapport social. C'est lourdement évident. Et aussi, le travail, c'est un rapport des hommes avec la nature. C'est bien évident, productiviste, extractiviste, le pétrole, les métaux rares, etc. Il y a un rapport de l'homme, de l'homo sapiens avec la nature. C'est un double rapport. Et c'est ce double rapport qui est actuellement en crise. Le rapport de l'homme au travail est en crise pour cause de production cybernétique et on connaît aussi les dégâts du productivisme, de l'extractivisme, etc. Il y a à la fois une crise du travail, une crise écologique, mais qui procède de la même logique, du même rapport dialectique contradictoire, le rapport social et le rapport homme-nature. Mais le rapport social, à travers l'histoire, a été lourdement changeant. Alors, permettez-moi encore un moment pour énoncer des évidences. Le rapport social, il a changé. Par exemple, dans l'Antiquité, le rapport social, le travail, c'était maître-esclave. Les citoyens grecs, au sens immédiat du terme, ne travaillaient pas. Le trio SPA, Socrate, Platon, Aristote, ne travaillaient pas. Socrate, c'est un peu spécial, c'est un peu le prolo de la bande. Mais
Aristote et Platon ne travaillaient surtout pas, ils bénéficiaient du travail des outils animés, comme les appelait Aristote, à savoir les esclaves. Je vous parlais tout à l'heure des outils animés qui sont peut-être la production cybernétique, qui va nous obliger à repenser notre rapport au travail, notre rapport à la nature, notre rapport social. Bon, je fais très vite. Au Moyen-Âge, les nobles ne travaillaient pas au sens immédiat du terme, ils bénéficiaient du travail des serfs, etc. Bon, ils s'occupaient dans les châteaux forts, ils devaient s'emmerder un peu, ils faisaient la guerre pour défendre leur ennemi et un peu la chasse pour s'occuper. Il n'y avait pas de télévision, d'électricité dans les châteaux forts, ils devaient s'emmerder un peu, mais en tout cas, ils ne travaillaient pas. Bien évidemment, si un écologiste ou un décroissant dans la salle, il va dire « Oh, il y a des gars du progrès, du productivisme ». En danger de progrès, c'est un livre publié par la CFDT il y a quelques années, et c'était un très bon livre, qui faisait la critique du productif du travail, etc. Et je crois l'avoir... En plus, je l'ai lu dans la bibliothèque. Il y a quelqu'un de la CFDT à côté de moi, je faillote un peu. Alors, ce que je veux dire, c'est que le changement social est en rapport direct avec le changement des moyens de production. C'est vraiment évident. Pour faire vite, à l'évidence, je fais lourdement évident. La machine à vapeur est inconnue des Grecs et des Romains de l'Antiquité. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, à défaut de vapeur, je l'ai dit, les citoyens de plein droit bénéficiaient du travail productif des outils animés, des esclaves, suivant l'expression d'Aristote. La noblesse, la coulée douce, etc., au sens immédiat du terme, ils ne travaillaient pas. Alors, bon, je vais faire court, mais ce que je présente là, que je vais essayer de faire discuter, a déjà été discuté par deux auteurs d'importance. Mais je vais faire très court là-dessus. Proudhon avait écrit un livre, Philosophie de la misère. Karl Marx a répondu en parlant de misère de la philosophie. C'est dans les milieux intello, machin truc, on a passé des soirées à discuter de ça. Alors, parce que pour Marx, le moulin à eau est contemporain du féodalisme. La machine de vapeur permet l'essor des premières manufactures, des premières formes de salariat. On sait bien l'expulsion de la paysannerie, le problème des enclosures. Et d'après Marx, le capitalisme est né dans le sang et la boue. On peut dire ça dans le Capital. Il n'est pas certain que nous ne retournions pas à cette forme tout à fait primitive de l'accumulation primitive. On voit, en sûr, il y a une interaction entre le niveau des forces productives et les rapports sociaux. Ça paraît évident. Et le jour d'aujourd'hui, comment repenser les rapports sociaux à l'époque de production cybernétique? C'est la question qui se pose. C'est la question in fine que pose le revenu, me semble-t-il, pour que je puisse réfléchir. Bon, je parlerai assez peu de la crise dimension écologique, parce qu'il y a au moins ici un intervenant là qui va nous parler de la critique de la croissance et qui va faire la promotion de la décroissance, qui est aussi un concept nécessaire. Et il y a eu... Nous en sommes, suivant certains auteurs, à la 4e révolution industrielle. Je vais faire très vite. Les gens connaissent mieux que moi et pourraient préciser. La première révolution industrielle, c'est première manufacture, accumulation primitive. J'en ai parlé à Pexma. La deuxième révolution industrielle, c'était électricité, pétrole, automobile. Les 30 glorieuses soudaines. Depuis quelques décennies, informatique, mondialisation, ubérisation. On pourrait parler de l'ubérisation comme étant une certaine façon de disparition du salariat. Mais ce n'est pas la bonne disparition du salariat. Ce n'est pas ça qu'espéraient nos amis anarchistes et communistes. Ce sera plutôt un retour à la société pré-fordiste, pré-keynésienne, etc. La vie au jour le jour. Voilà. Et nous en sommes à la 4e révolution industrielle. Aujourd'hui, on en a parlé là, industrie 4.0, numérique, Internet des objets, robotique. Alors, faudrait-il, à partir dans cette 4e révolution industrielle, penser, revendiquer l'Europe du bas, non pas comme une charité, etc., mais comme quelque chose de nécessaire, un droit créance sur la productivité générale qui est en augmentation constante. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de demander la charité, mais un droit créance. Un droit créant, quelque chose qui est exigible. Et on n'a pas du tout la même position politique quand on réclame la charité ou quand on pose ces revendications comme étant un droit créance sur la productivité de la société qui augmente chaque jour. Alors bon, les rapports sociaux et les qualités du travail sont en évolution constante. N'avons-nous atteint les limites objectives du capitalisme dans la 4e révolution industrielle? Je vais le redire, n'avons-nous pas atteint les limites objectives du capitalisme dans la 4e révolution industrielle? Différents auteurs le pensent. On pourrait aussi, dans une lecture un peu tordue de Marx, notamment des Grundrisse, faire valoir que oui, le capitalisme arrive
peut-être au bout, en fin de cycle. Et la seule façon qu'il aura de se perpétuer, ce sera une façon extrêmement violente. Alors, je cite Robert Kurz, c'est un Allemand décédé il y a quelques années, qui est un des auteurs majeurs de critique de la valeur avec quelques autres. Il dit, alors citation, avec la 4e révolution productive, la microélectronique, cybernétique, la quantité de travail superflue est rendue supérieure à la quantité de travail par l'extension des marchés. Grosso modo, productivité, on n'arrive pas à inventer souvent d'objets de consommation. Il y a tendanciellement une masse croissante de gens qui sont inutiles, superflus pour la production. Si vous avez les bonnes lunettes, ça s'observe tous les jours. Avant de venir ici, j'étais feuilleté Le Monde dans la bibliothèque. En 2024, on a licencié énormément. Les faillites d'entreprises ont augmenté. Avec des bonnes lunettes, on voit que les prédictions de Kurz, qui est un marxiste orthodoxe, sont en train de se confirmer. Alors bien sûr, il y a des camouflages du chômage. L'invention des bullshit jobs, un auteur célèbre, David Graeber, etc., c'est pour faire perdurer un peu l'idéologie du travail. Mais je crois que nous sommes au seuil d'une révolution productive, quasi-anthropologique. L'intelligence artificielle et la robotique, ce n'est pas seulement un progrès, il y a une rupture, une disruption qui fait nous allons travailler, produire autrement, ce qui veut dire aussi pour faire un effort pour penser autrement. Un effort pour analyser autrement. Je ne suis pas capable de le faire, mais j'ai conscience de l'effort qu'il faut faire. Alors, je vous incite à faire les efforts. Et je vais donner un exemple. Bon, je suis peut-être, je ne sais pas, bon, pas peut-être tendanciellement emmerdant, mais un exemple. Le téléphone portable, le smartphone. Alors, bon, j'aime bien parce que c'est un exemple concret. Le smartphone est une prothèse exosomatique qui produit des effets endopsychiques. Je suis chiant comme la mort, je jargonne, etc. Mais je vais essayer d'expliquer quand même. C'est une prothèse exosomatique parce qu'elle est en dehors du corps. En attendant, l'implantation des plus dans le cerveau que nous permet cela, mais ça a des effets endopsychiques. Pourquoi ? Le cours du soja à New York, la source du Nil, le résultat de 1845 par 643, l'itinéraire de plus court à Pantin, l'auteur de la montagne magique, tout est dans l'ordiphone, dans le téléphone portable. Cette prothèse exosomatique a des effets endopsychiques, puisqu'elle permet de résoudre des problèmes, etc., qu'il n'y a pas avant. Non, mais on peut saisir la dimension de la révolution qui nous attend à partir de simples objets qui n'est pas un objet à dedans. Et on sait le rapport entre travail, rapport social et niveau des forces productives est totalement visible, analysable dans ce petit objet. Alors, moi, bon, Angélica, j'ai bientôt terminé. Alors, il faut penser, Madame CFDT l'a dit il y a peu, le revenu de base, on prend simplement comme une mesure d'urgence, mais il faut l'articuler à un projet de société. Moi, je vois le revenu de base comme un investissement. Un investissement, c'est pour produire, l'avenir, construire quelque chose. Le revenu de base, ce n'est pas seulement une mesure d'urgence, c'est un élément d'un projet de société. Et malheureusement, dans la période actuelle, je pense que dans la lutte finale, comment dire, du capital contre le travail, le capital est en bonne position pour gagner. Malheureusement. Mais tous les espoirs ne sont pas perdus. Donc il nous faut d'abord essayer de produire des idées nouvelles, des analyses qui donnent envie de. C'est peut-être la tâche des intellectuels ou des militants. Et quel serait le projet ? Il y a un auteur qui a été cité, parce qu'il a très bonne presse dans le milieu, c'est André Gorz. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, etc. Et puisqu'il faut un projet, il faut un projet qui aille vers la société du temps libéré, préconisée par André Gorz. Et André Gorz le dit aussi, c'est un peu la synthèse que je viens de dire, faire en sorte que les technologies productives, la cybernétique, puissent accoucher des utopies dont elles sont virtuellement porteuses. La critique du temps, on pourrait, à l'évidence, travailler beaucoup moins, etc. Et bon, j'ai bientôt terminé, Angélica, je te rassure, oui, je termine en 3 minutes. Voilà. Et aussi, il y a un auteur qui a précédé André Gorz, c'est Karl Marx. Bon, il y a une discussion sur le Marx productiviste ou pas, mais dès 1857, dans le livre
On va dire comme ça, le brouillon du capital, les Grun dit ça, il disait qu'on ne peut plus mesurer la valeur au temps de travail parce que les machines, déjà à l'époque, faisaient l'essentiel de la production. La valeur travail mesurée par le temps de travail était quelque chose de déjà caduc en 1857. L'analyse a été actualisée par André Gorz en 1988, et je cite André Gorz, le travail tend à devenir secondaire en regard de la puissance de l'automation, de l'automatisme et de la complexité des équipements. La libération du travail devient pour la première fois une perspective tangible. La libération du travail devient pour la première fois une perspective tangible. Mettons ça dans l'air du temps, discutons, etc. Et moi, j'aime bien, quelquefois, j'employais un peu par ironie qu'allons-nous faire du temps libre qui pourrait être dégagé si les gains de productivité étaient partagés autrement. J'employais cette expression un peu ancienne, l'osium. L'osium, c'était le loisir dont bénéficiaient les citoyens romains qui bénéficiaient du travail des esclaves. Alors, maintenant, avec la production cybernétique, on pourrait concevoir une sorte d'osium du peuple. Moi, je suis un militant de l'osium du peuple. L'osium, je n'ai pas dit l'opium, j'ai dit l'osium. Alors bon, j'étais le seul à le dire il y a quelques années, maintenant j'ai lu quelques livres, quelques articles, etc., c'est pas de ma faute, qui reprennent cette idée, qui est une idée novatrice, qui donne envie de réfléchir, et qui donne envie d'aller vers d'autres projets de société. L'osium du peuple, ça me paraît, et c'est possible, c'est concevable, quoi. Alors, malheureusement, et je termine là, Angélica, malheureusement, quand j'observe un peu... le militantisme de la gauche classique, ils en restent malheureusement revendications, je veux dire, tendanciellement keynésiennes, fordistes, etc. quoi. Et même, j'en ai discuté rapidement avec une personne importante dans mon syndicat, que je n'aimerais pas. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, de ce côté-là, on n'est pas toujours dans l'actualité, etc. Elle m'a quand même dédicacé son livre. Voilà, donc, voilà, il faut vraiment mettre des idées nouvelles dans l'air du temps, c'est ce que doivent faire les militants. Et évidemment, le revenu de base aussi, c'est maintenant présent dans l'MFRB, pour inciter une réduction féroce du temps de travail. Une réduction féroce du temps de travail, c'est une expression qui est employée par un théoricien décroissant, et penser l'usage du temps libre comme richesse essentielle. Voilà, j'ai terminé. Merci Alain. Tu as parlé voilà, du rapport social. Je rappelle que la automatisation, on le voit maintenant à beaucoup de bâtiments abandonnés, de la Poste, de EDF et autres grandes industries. Comment construire aujourd'hui le rapport social si on est des individus derrière nos écrans? Moi, j'aimerais bien aussi évoquer un peu plus le monde des femmes qui n'ont peut-être pas la même verve pour évoquer ce monde de l'intelligence artificielle. Nous sommes bien sûr des consommateurs de nos téléphones portables et de nos écrans, mais de là, nous ne projetons peut-être pas de la même façon dans ce monde utopique. Sur ce, j'aimerais bien passer la parole à Maud Simonet pour peut-être relever un petit peu ce discours sur les femmes. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. Je regardais j'avais pas vu mon badge. Je suis donc sociologue du travail bénévole. Donc voilà, ça m'introduit, ça me présente devant vous. Alors moi, je vais aussi faire comme Alain Véronèse. Je vais partir plutôt de la première partie du titre en fait de la table ronde, repenser le travail. Et alors, je vais pas le faire, Angélica, en parlant des femmes, mais je vais le faire en partant de l'analyse féministe du travail.
Donc c'est pas exactement la même chose, on y reviendra. Alors je le dis, je suis sociologue du travail bénévole, du travail invisible, du travail gratuit. J'ai fait sociologue du travail, ça veut dire que je fais avant tout des enquêtes empiriques. J'en dirais 2 mots, mais pas tant que ça finalement, là dans les 10 minutes qui me sont imparties. J'ai travaillé sur le bénévolat, sur le volontariat, sur le service civique, sur les stages, sur le travail sur Internet, sur le workfare, etc. Mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt de repenser le travail à partir des analyses féministes du travail, parce que dans toutes ces enquêtes que j'ai menées sur ces questions de travail invisible, travail bénévole, travail gratuit, j'ai été, par un processus assez long, amenée à redécouvrir, à me plonger un peu en apnée dans les analyses féministes du travail, et notamment les analyses féministes du travail marxiste des années 70, qui ont pensé la question du travail domestique comme une forme de travail gratuit, et qui ont, à partir de là, en fait, fondé toute une manière de repenser le travail, et qui porte une analyse critique assez radicale de la question du travail et de la manière dont spontanément, en fait, on pense et même on parle du travail aujourd'hui. Et donc, c'est ça que je voudrais essayer d'évoquer avec vous. Alors, en 10 minutes, ça va être très court, mais essayer de vous montrer comment ces analyses féministes du travail, elles nous ont légué une critique qu'on ne prend pas assez au sérieux, à mon avis, quand on veut penser la question du travail, qui fonde une critique radicale de ce qu'on appelle la valeur travail aujourd'hui. Et la valeur travail étant quand même, si j'ai bien compris, un des enjeux contre lesquels s'élève la proposition du revenu de base. Mais je voudrais aller encore plus loin aussi, vous montrer que certaines des revendications qu'on associe souvent au revenu de base, la baisse du temps de travail, la libération du travail, le refus du travail même parfois, eh bien il me semble que si on ne prend pas suffisamment au sérieux la perspective féministe sur le travail, et notamment sur le travail gratuit, on risque, dans ces revendications-là, de reproduire une bonne partie des rapports sociaux que le revenu de base voudrait éviter. Donc voilà, c'est une espèce de prudence que je voudrais soulever avec vous depuis cette perspective-là. Alors, je ne vais pas évidemment faire un cours ici sur ces analyses féministes du travail domestique, mais en gros, je voudrais vous montrer combien elles ont soulevé une imposture. J'ai écrit il n'y a pas longtemps un petit bouquin à 6 € qui essaye de présenter ces approches-là et qui s'appelle « L'imposture du travail », parce qu'il me semble que ces analyses féministes, ce qu'elles ont voulu vraiment soulever, c'est une imposture du travail qui est née avec le capitalisme et qui est finalement la manière dont aujourd'hui encore notre définition du travail invisibilise toute une partie du travail qui a été majoritairement assignée aux femmes, mais pas que, et qui permet des formes d'exploitation au nom de valeurs, mais que du coup on prend au sérieux cette définition que le capitalisme a posé du travail au moment de sa construction, entre ce qui serait le vrai travail et ce qui ne relèverait pas du travail. Et ces féministes, elles l'ont montré à partir des analyses du travail domestique. Qu'est-ce qu'elles ont dit ? Il y a énormément d'analyses féministes et même énormément d'analyses féministes marxistes du travail domestique, donc je ne présenterai pas tous les courants ici. Mais je voudrais revenir sur un courant important, à mon avis, qui est celui des travaux de ce qu'on appelle les féministes de la reproduction sociale, et qui nous ont dit, finalement, au moment où le capitalisme se construit, il va construire une frontière entre ce qui serait vraiment le travail et ce qui remporterait le droit à un salaire, ce qui se ferait à l'intérieur d'une usine, dans laquelle donc il y aurait les vrais travailleurs qui touchent un salaire et qui vont produire pour le capitalisme. Et puis de l'autre côté, il y aurait tout ce travail qui est fait pour produire et reproduire la marchandise centrale dont a besoin le capitalisme pour fonctionner, la force de travail, mais qui, ça, ne va pas être reconnu comme du travail et va être reconnu comme quoi ? Comme de l'amour, de la féminité, du travail de l'activité familiale. Et donc, finalement, en se développant, le capitalisme va construire cette frontière entre le vrai travail rémunéré, construit et produit à l'intérieur de l'usine, et puis de l'autre côté, ce qu'elles appellent l'usine sociale, l'usine invisible, dans laquelle il va assigner une travailleuse qui n'est pas reconnue comme telle, qui va être la femme au foyer. Et donc, cette frontière-là entre production et reproduction, c'est ce qui va permettre au capitalisme de fonctionner, mais c'est ce qui va laisser dans l'invisibilité et en dehors du salariat
toute une partie des activités qui vont être massivement assignées aux femmes. Pourquoi est-ce qu'on peut parler d'une imposture ? D'une imposture parce que cette définition-là, capitaliste finalement, de ce qui serait travail et ce qui ne l'est pas, va s'imposer comme la définition de sens commun du travail aujourd'hui. Aussi bien dans les recherches, mais je pense dans la plupart des manières dont on a utilisé le mot travail, là, depuis tout à l'heure, en fait. Quand on dit travail, on pense à ce qui est rémunéré, ce qui est fait à l'intérieur des entreprises, des usines, des associations, ce qu'on fait en sortant de chez soi. Et on va donc travailler et toucher un revenu pour ça. Et toutes ces autres activités qui servent finalement à produire et à reproduire cette force de travail, mais aussi à produire et à reproduire la vie, nous diront ces féministes, eh bien, elles vont rester en dehors de notre définition du travail. Alors si, parfois, on va dire travail domestique, on va accoler ce mot-là, mais est-ce que pour autant, on va véritablement conceptualiser ça et penser ça comme du travail ? J'en doute beaucoup. Et donc, cette naturalisation du travail domestique qui fait que pour ces féministes-là, finalement, c'est parce que, c'est un renversement d'esprit mais assez important, elles disent, Silvia Federici, elle dit c'est parce qu'on n'a pas donné de salaire au travail domestique qu'on a pu le naturaliser ainsi et en faire la nature des femmes, l'évidence de ce qu'elles étaient amenées à faire aujourd'hui. Et donc, toute cette conceptualisation du travail domestique, il met en lumière quoi ? Il met en lumière une définition politique du travail, une définition androcentrée du travail, c'est-à-dire construite à partir d'un sujet abstrait qui est avant tout un sujet masculin, et une définition politique parce que cette définition-là, elle est objet de conflit. Et donc, ce à quoi on donne ou pas le nom de travail, ce qui compte ou pas dans notre société comme du travail, ce qu'on décide de valoriser ou pas comme du travail, c'est pas une définition qui est posée une bonne fois pour toutes, c'est un enjeu dans les rapports sociaux, c'est un enjeu de lutte, c'est un enjeu de conflit. En faisant ça, elles ont levé une autre imposture, sur laquelle je ne reviendrai pas, mais qui me semble, je ne la détaillerai pas, mais ça me semble important de l'avoir en tête, c'est que cette invisibilisation de toute une partie de nos activités, elle se fait au nom de valeurs. Elles nous diront c'est au nom de l'amour, au nom de la féminité qu'on va invisibiliser ces activités-là comme du travail et qu'on les valorisera comme autre chose. C'est pour montrer qu'on est une bonne mère, une bonne femme, une bonne épouse qu'on va faire tout ce travail-là. Et donc il sera valorisé à partir donc de cet espace des valeurs et il sera dévalorisé monétairement. Ce au nom d'eux, il existe aujourd'hui en dehors de la simple sphère familiale. C'est au nom de l'engagement qu'on fait du bénévolat pour faire tenir nos services publics aujourd'hui. C'est au nom de l'engagement, au nom de la passion que vous avez 45 000 volontaires qui ont fait les Jeux, comme dira le comité des Jeux Olympiques, 45 000 volontaires pour les Jeux Olympiques, au nom de leur passion, au nom de leur amour du sport. C'est au nom de la formation, au nom de l'éducation, qu'on va faire des stages à l'intérieur des services publics, des entreprises, des associations, etc. Donc voilà, cette invisibilisation au nom de valeurs, elle est au cœur aussi de leur réflexion et c'est important parce que ce faisant, elles ont mis en lumière aussi d'autres formes d'exploitation que celles qui passent par le marché du travail, des formes d'exploitation qui passent aussi par des espaces qu'on définit avant tout comme du hors-travail, la famille, la citoyenneté, la passion, les sports, etc. Tous ces espaces qu'on ne pense pas comme des espaces de travail et qui sont pourtant des espaces possibles de production de valeur au nom de nos valeurs, mais de production d'une valeur économique capitaliste. Pourquoi est-ce que je dis que c'est le fondement d'une critique radicale ? Par exemple, sur des enjeux qui nous concernent aujourd'hui et qui concernent une partie des associations qui sont présentes ici, ces féministes-là ont beaucoup lutté dans les années 70, au milieu des années 70, quand il a été question d'attaquer l'aide sociale, par exemple aux États-Unis, dont bénéficiaient les femmes pauvres, souvent noires, seules, avec enfants. Et elles se sont battues en reprenant cette conception du travail. Elles ont monté, par exemple, en 75, une grande conférence et une grande mobilisation où elle disait « Mothering is work ». Donc, s'occuper de ses enfants, c'est du travail. Et elle disait, le premier tract qui a été donné lors de cette mobilisation, c'était de dire le plus grand mensonge qu'on construit avec l'aide sociale, c'est de faire croire qu'on donne de l'argent à des gens qui ne travaillent pas. Pour elle, l'aide sociale qui était donnée et qui était attaquée à ce moment-là, donc au milieu des années 70 aux États-Unis, c'était pas de l'argent qu'on donnait à des gens qui ne travaillaient pas, c'était de l'argent qu'on donnait à des femmes
qui donc élevaient leurs enfants, s'occupaient de leurs proches et produisaient un travail qui d'ailleurs avait une valeur sans doute beaucoup plus importante, nous disaient ces féministes, que cette maigre allocation qu'elles touchaient. Et donc il y avait là le ferment, le support d'une critique radicale contre l'assistanat, qui date donc des années 70, qui dit l'aide sociale, c'est pas de l'argent qu'on donne à des gens qui ne travaillent pas. Ceux que vous appelez des assistés aujourd'hui, ce sont des gens qui touchent juste cette petite allocation alors qu'ils travaillent énormément en dehors du salaire, des droits sociaux, des droits salariaux et de toutes les protections que devrait leur donner le salaire. Donc elles ont complètement renversé le discours sur l'assistanat et il me semble que ça offre une critique assez radicale pour des enjeux dont vous savez qu'ils sont assez importants aujourd'hui étant donné les transformations des lois qui encadrent le RSA, notamment en France. Je terminerai en disant que ce n'est pas simplement qu'elles ont fondé, avec cette haute conception du travail, une critique radicale de la valeur travail et de l'assistanat, elles ont aussi fondé une méfiance, à partir de la méfiance qu'elles ont construite sur qui pose les frontières entre ce qui est travail et ce qui n'est pas travail, et en nous rappelant en permanence que ces frontières sont un enjeu de lutte, eh bien elles nous ont invités aussi à nous méfier de certaines revendications qui peuvent nous paraître évidentes et assez simples, comme par exemple l'idée de réduire le temps de travail. Immédiatement, ce que nous disent ces féministes, c'est réduire le temps de travail, mais de quel travail parle-t-on? Quand on parle de la réduction de travail, de quel travail parle-t-on? Est-ce qu'on parle uniquement du travail productif ou est-ce qu'on parle aussi de réduire le temps de travail reproductif? Et dans ce cas-là, le temps libre des femmes, c'est pas le même que celui des hommes dans une société dans laquelle l'essentiel du travail reproductif est encore aujourd'hui assigné aux femmes. Donc libérer notre temps du travail, à partir du moment où on n'a pas défini ce qu'on mettait comme activité à l'intérieur du travail, ça veut dire qu'on continue à raisonner avec un travailleur qui est, de manière abstraite, un homme. Donc je pense que ces enjeux-là, on est obligé de s'y affronter aujourd'hui quand on pose ces questions-là. Et cette critique-là, elle est encore plus forte dans les revendications peut-être plus radicales, qui ne sont pas simplement de libérer le temps de travail, mais qui sont aussi les revendications autour du refus du travail, qu'on a beaucoup entendu depuis les années 90, avec cette idée qu'il fallait refuser le travail salarié, et lui préférer les activités. Sauf que quand on raisonne ainsi, on considère que finalement, de l'autre côté de ce qu'on appelle travail, de la frontière posée aujourd'hui par le travail, il y aurait des activités qui seraient en dehors de toute exploitation, en dehors de tout rapport social, en dehors de toute forme d'appropriation. Or, ce que nous montrent ces féministes, c'est que pas du tout, de l'autre côté de la frontière du travail productif, il y a aussi des formes d'exploitation dans notre travail domestique, dans notre travail bénévole, dans notre travail passionné, dans toutes ces formes d'activité qu'on fait sans doute de manière moins contrainte ou qui nous semblent être réalisées de manière moins contrainte et qui n'en sont pas moins productrices de valeur et dont on ne s'approprie pas forcément la valeur aujourd'hui. Donc, passer de l'autre côté de la frontière, ça ne veut pas dire qu'on a résolu le problème de l'exploitation. Et donc, cette idée de refuser le travail, elle est aussi posée de manière trop simpliste par ce type de revendication. Alors, vous me direz, je viens rajouter plein de questions aux questions, mais c'est un peu mon rôle ici. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Une des premières choses que ça invite à faire, c'est de se dire, et ça rejoint un peu peut-être certaines questions qui ont été soulevées aussi par Jocelyne, c'est de se dire que peut-être toutes ces questions-là, elles doivent être pensées en lien avec la question des conditions matérielles d'existence, mais aussi du pouvoir que les travailleurs et les travailleuses ont sur leur travail. Pour le dire avec une petite formule, l'enjeu finalement, c'est de se réapproprier collectivement le crayon qui trace les frontières entre ce qui est travail et ce qui n'est pas travail. Et donc, pour faire ça, il faut penser la question des conditions matérielles d'existence, mais il faut penser la question de la souveraineté des travailleurs et des travailleuses sur leur travail. Ça pose la question, évidemment, de repenser les institutions au cœur de la sphère productive, mais aussi les institutions au cœur de la sphère reproductive. Ça veut dire qu'on n'aura pas résolu toutes ces questions-là si on ne repense pas aussi, évidemment, l'entreprise, mais aussi la famille,
mais aussi nos espaces d'engagement, qui sont lieux de plein de productions, de travail bénévole, de travail invisible, de travail gratuit, dont on ne s'approprie pas toujours la valeur, quoi qu'on en pense. Donc ça oblige à reposer toutes ces questions-là, du point de vue aussi de toutes ces institutions, et peut-être qu'une manière de commencer dans cette tâche assez immense, Alain disait tout à l'heure, le travail, ça pose la question du rapport des hommes avec les hommes. Et bien moi, en termes de boutade, mais pas complètement, je vous proposerais peut-être de reposer la question du travail depuis les femmes, depuis un sujet abstrait féminin, c'est-à-dire de repenser la question du travail non plus, comme on le fait encore beaucoup trop souvent, au masculin neutre, mais au féminin neutre, de repartir de ces leçons-là sur le travail des femmes pour repenser le travail de tous et de toutes. Voilà, merci. Merci. C'était très vivant votre exposé. Je vous remercie beaucoup parce que c'est un point de vue que j'ai du mal à formuler, même au sein de notre mouvement. Nous sommes extrêmement, c'est vrai, nous sommes très en retard sur les revendications féministes. C'est pas du tout une pensée bien construite, même au sein de notre mouvement. Je sens le décalage. Je sens le décalage entre moi et vous. Bien que j'ai beaucoup lu, c'est pas du tout parlé, c'est pas du tout construit dans la discussion vive avec les autres. Et je me sens très souvent aussi minoritaire dans cet état d'esprit. Je me laisse très souvent aussi intimider et j'ai du mal aussi à monter les arguments qui peuvent contrer une pensée, parce qu'on tombe tout seul dans le piège de la pensée habituelle. On a très peu occasion d'avoir un contrepoint, d'avoir une autre pensée. Et il est vrai que la pensée de Federici, elle est très riche, mais elle n'est pas suffisamment portée, en tout cas je parle pour notre mouvement, dans le détail, dans nos discussions. Et là, je sens vraiment un appel à y aller vraiment, et à œuvrer vraiment, ouvrir une très très grande porte, et à encourager beaucoup les femmes à s'approprier une pensée féministe, parce qu'elle va aider à rééquilibrer les rapports sociaux. Elle va nous encourager à s'exprimer plus librement, à dire, à sortir de l'invisibilité aussi au niveau de la prise de parole. Et je vous remercie vraiment chaleureusement. Cela dit, donc je ne voudrais pas garder la parole. Au contraire, j'aimerais bien la donner. Il nous reste combien de temps ? Il nous reste une bonne quart d'heure. Donc, si vous avez des questions, posez-les maintenant. Après, j'ai envie qu'on repasse un tour pour... vous avez entendu parler les uns les autres. Il y a eu des choses très intéressantes qui ont été évoquées au niveau de l'automatisation. J'ai pas de réponse vraiment par rapport aux carrières hachées. Comment les femmes qui sont souvent sujettes à des carrières hachées, comment vont-elles faire pour arriver à une vie à la retraite digne de ce nom, sans devoir s'appuyer sur un mari, devoir s'inscrire dans dans une dépendance institutionnelle qui les oblige à obéir à toutes les injonctions du RSA, aux contreparties qui vont être demandées. Donc voilà, je suis donc demandeuse de point de vue un peu extérieur. Oui, moi je voudrais interroger la dernière intervenante
où j'ai pas bien compris, mais vous allez me dire, le travail domestique des femmes est invisibilisé. Ok, il n'y a aucune confusion là-dessus. Et que pour reconnaître, si on va au bout de la chose, c'est le travail salarié qui est reconnu. Donc, quelque part, pour rendre visible le travail des femmes, il faudrait qu'il soit salarié. J'espère que j'ai mal compris, parce que ça nous conduit au salaire maternel, qui n'est pas particulièrement une revendication d'émancipation. La deuxième chose, et j'ai peut-être aussi mal compris, c'est sur la réduction du temps de travail. Vous avez expliqué, ce que j'en ai compris, que la réduction du temps de travail, ça ne devait pas concerner que le travail salarié, etc., mais ça devait concerner aussi le travail domestique. Vous avez raison. Hormis que, si on réduit le temps de travail salarié des hommes, c'est un moyen de les obliger à participer au partage des tâches domestiques. Ou j'ai rien compris, ou il y a un problème. Merci. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque par rapport à cette idée que, enfin moi, de ce que j'ai compris, de ce que certains d'entre vous pouvaient dire, c'est que l'IA va nous libérer du travail. Enfin, j'ai l'impression que c'était ça le propos, et grâce à l'automatisation, et il y avait déjà eu tout ce truc avec les robots, etc. Et il me semble que c'est pas ce qu'on voit concrètement, et à l'appui d'un certain nombre de travaux scientifiques, et je pense notamment à ceux de Juan Sebastián Carbonell, qui a écrit un livre qui s'appelle Le futur du travail, et qui nous montre qu'il y a une illusion sur ce sujet, et qu'en fait l'automatisation, les IA, etc., servent à plusieurs objectifs. On garde les humains, par contre, on intensifie le travail, on contrôle davantage les travailleurs, et en tout cas, les effets de l'IA sur le travail ne se comptent pas en moins de masse salariale, et où du coup, d'une certaine manière, il y a une forme de libération du travail, mais en tout cas à des effets beaucoup plus pervers et beaucoup plus de cet ordre-là, c'est-à-dire d'intensification et de surveillance et de contrôle des travailleurs. Et de perte de sens aussi. Mais donc, voilà. Et donc, du coup, ça m'interpelle d'entendre encore ce truc-là, comme quoi l'IA va nous libérer. Et désolé, j'ai pas de questions, mais c'était plus pour peut-être essayer d'abonder dans ce sens-là, et dans le fait de se défaire de certaines illusions, et donc du coup peut-être à s'emparer de ces sujets-là peut-être différemment. En tout cas, enfin moi j'imagine vraiment pas un monde où les où les humains où le capitalisme déciderait qu'on va laisser les humains faire ce qu'ils veulent sans plus aucune contrainte, etc. Enfin, je veux dire, il y a une volonté à un moment donné de délibérer, de contraindre notre temps de vie, en fait. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... Et donc, si on n'a pas ça en tête à un moment donné dans l'anticipation des choses, je suis pas très claire, mais... Bref, voilà, c'est ce que je me dis ce soir, il est tard. Oui, c'est aussi plus une remarque qu'une question, vraiment, en fait. C'est par rapport à toujours l'intelligence artificielle, et pour attirer votre attention sur le fait que c'est vrai que c'est souvent mis en place dans une optique, effectivement, de surveillance, notamment de cybersurveillance, et que de plus en plus, il y a des affaires qui remontent aux tribunaux, et sans aller jusqu'aux tribunaux, certaines autorités administratives indépendantes comme la CNIL récemment ont condamné à une sanction administrative très lourde des sociétés qui ont mis en place illégalement des dispositifs de cybersurveillance de leurs salariés, à la fois à l'extérieur de l'entreprise, ce qui a été appelé à se déplacer pour contrôler leurs mouvements, et y compris aussi dans les entreprises elles-mêmes, avec des dispositifs de caméra qui enregistraient illégalement tous leurs actes visuellement, et aussi les enregistrements de leurs paroles, quoi. Donc vraiment des dispositifs tout à fait illégaux. On regarde notamment, heureusement, là aussi il y a l'Europe qui intervient positivement avec le règlement général de la protection des données, le RGPD, qui permet d'éviter des abus d'acquisition de données illégales. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut prendre en compte quand on parle de l'évolution du travail, et donc l'intégration de l'intelligence artificielle se fait aussi de plus en plus
positivement pour aider les travailleurs, permettre de les alléger des tâches, notamment des tâches lourdes, par exemple. L'usage de certains robots permet de libérer des tâches lourdes, mais également dans les usines des tâches complexes qui sont réalisées désormais par des robots. Mais ça peut avoir des effets très négatifs sous l'angle de la cybersurveillance, et surtout quand elle est mise en place de manière illégale, avec des abus, en fait, des contrôles abusifs de leur activité. Oui, merci. J'avais envie de réagir aux deux dernières interventions. Je passerai la parole à Maud, qui a été interpellée très directement par la suite. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, tous les deux, sur le fait que on n'imagine pas que spontanément le travail va être rendu facile et confortable pour les humains, et que tout se passerait dans une forme de bienveillance de ce point de vue-là. Les entreprises n'ont jamais attendu avec des banderoles les discours qui permettaient d'améliorer le travail. Et c'est d'autant plus vrai que pendant longtemps, on n'a plus parlé travail, on a parlé emploi. Et que toute la question qui était posée, c'est est-ce qu'on a accès à un emploi ou pas à un emploi? Et ce qui a permis une forme de détérioration ou d'impensé autour du travail. Et c'est pour ça qu'il nous paraît extrêmement important, au niveau de la CFDT, de poser la question du travail, d'agir et de combattre pour un certain nombre de droits au travail, quelles que soient les évolutions apportées par la technologie, dont notamment l'IA, dont notamment on voit des processus RH qui intègrent des automatisations, des algorithmes, et c'est en ça qu'on veut complètement se réapproprier le travail. Et qu'on peut pas... on peut se poser la question du temps libre, mais il nous semble vraiment beaucoup se poser la question du travail. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a écrit un petit manifeste sur le travail que nous voulons pour justement arriver à se mobiliser sur les axes dont je parlais tout à l'heure pour renforcer le pouvoir d'agir des travailleurs. Je pense que c'est un combat extrêmement important à mener parce que nous, on voit des travailleurs, par exemple, dans les usines de logistique, qui sont pilotés par intelligence artificielle. On leur dit telle allée, prenez tel paquet, telle allée, prenez tel paquet, et c'est vraiment du travail assez dur, alors que les gens aiment le travail. Enfin, nous, les travailleurs, ils nous renvoient qu'ils aiment leur travail, qu'ils aimeraient le faire bien, qu'ils aimeraient trouver du sens au travail, parce qu'il y a une œuvre de construction solidaire, sociale, qui est extrêmement importante autour du travail. Donc, donnons-nous les moyens de le penser et d'agir dessus. Ce que le topo que je disais tout à l'heure, je tiens à dire qu'il est nettement inspiré d'un article publié dans une revue syndicale solidaire, etc. Bon, parce que cette critique un peu iconoclaste, radicale du travail, avec la promotion de l'otium du peuple, ce n'est pas immédiatement audible dans les syndicats. Et je suis content de dire qu'un article qui s'appelle « Qui travaillera demain ? Gain de productivité, cybernétique, etc. » a été publié dans une revue syndicale. Ça me rassure un peu parce qu'il y a cette idée du Rob Budman qui n'est pas immédiatement acceptée par la gauche ou par certains syndicats. L'air de rien, ça progresse un peu. J'ai entendu avec satisfaction que le Rob Budman, oui, mais articuler un projet de société, c'est déjà quelque chose. Et c'est comme ça qu'il faut le penser. Parce que nous sommes entre nous. Je vais vous le dire doucement pour pas qu'on nous entende dehors, mais l'Europe d'une base, dans le cadre du libéralisme et capitalisme d'aujourd'hui, c'est peu probable. Donc, il va falloir proposer un projet de société, et puis pour l'abolition du travail, emploi, travail, comme disait André Gorz, l'abolition du travail, il y a du boulot pour abolir l'emploi, travail. Voilà. Alors, sur les deux questions, alors oui, elles ont un courant, en tout cas, de ces féministes marxistes dans les années 70, proposait un salaire pour le travail ménager. Ça s'appelait Wages for Housework. Ce mouvement dont est issue Silvia Federici, Leopoldina Fortunati, Maria Rosa Della Costa, avec un propos très politique, très subversif, c'est-à-dire que leur idée, c'était de dire, finalement, elle disait ça, la seule stratégie vraiment révolutionnaire, commence
par donner un salaire aux femmes au foyer pour pouvoir réunir l'ensemble de la classe ouvrière et ensuite commencer vraiment la lutte. Donc pour elles, c'était un point de départ. C'était un point de départ, c'était une provocation aussi, puisque par exemple, elles n'ont jamais chiffré ce salaire, elles n'ont jamais donné c'est jamais un programme, on va dire, précis, mais c'était une conceptualisation. Et une conceptualisation qui voulait absolument mettre l'accent sur le fait que toute une partie de la classe laborieuse était invisibilisée dans le hors-travail. Elle disait, en fait, il y a les salariés et les sans-salaires, et on oublie en permanence, quand on pense la classe ouvrière, de penser les sans-salaires. Cette notion de sans-salaire qui, à ce moment-là, concernait uniquement les travailleuses, les femmes au foyer, on va dire, elles l'ont ensuite élargie à plein d'autres statuts, en fait, d'invisibles sur le marché du travail, de gens sans papier, de gens sans reconnaissance, de gens sans véritable statut. Et donc, il y avait cette idée que donner un salaire aux sans-salaire, c'était une manière de réunifier la classe ouvrière que le capitalisme avait à dessein divisé pour pouvoir régner. Donc, c'était un propos très subversif, mais qui a souvent donné lieu au type de réaction que vous avez eue, c'est-à-dire que certaines leur disaient « Ah, mais oui, mais donc si on donne un salaire aux femmes, on va les réassigner à la maison. » Et elles répondaient deux choses. Elles disaient « C'est pas un salaire aux femmes, c'est un salaire pour le travail domestique. Donc on aimerait bien que les hommes rentrent dedans. Et peut-être que si on le paye, eh bien les hommes y rentreront. » Et deuxièmement, elles disaient donner de l'argent. Elles disaient « C'est pas donner de l'argent, c'est donner un salaire. » Et elles répondaient « Ceux qui n'ont pas compris que le salaire, ça n'est pas de l'argent, c'est un rapport de force avec le capital, n'ont pas compris, en fait, le fondement de la monnaie. » Et donc, elles étaient dans cette idée que donner un salaire, c'était faire rentrer. Mais elles répondaient en permanence, ça n'est pas le point d'horizon, c'est le point de début. Federici disait, c'est le moment où notre nature s'arrête, c'est-à-dire que ça arrête d'être naturalisé, le fait que les femmes s'occupent des enfants, des personnes âgées, du travail domestique. Donc, notre nature s'arrête et notre combat commence. Donc voilà, c'était une conceptualisation. Ceci dit, c'était une conceptualisation qui était complètement à contre-courant de tout le mouvement féministe, de la majorité du mouvement féministe de l'époque, qui, à une exception près, le féminisme, une partie du féminisme noir, le reste du mouvement féministe à l'époque considérait que l'émancipation des femmes se trouvait sur le marché du travail. Donc pour que les femmes aillent mieux, il fallait qu'elles sortent de la maison et qu'elles aillent sur le marché du travail. Il y a deux courants féministes qui se sont opposés à ça. Les Wages for Housework qui disaient, tant qu'on n'a pas réglé ce qui se passe à l'intérieur de la maison, on va vivre la même chose sur le marché du travail. Donc c'est une des réponses aussi à la question de la guerre, en fait, entre les professionnels rémunérés dans le travail reproductif et les femmes au foyer. Elle disait, tant qu'on n'a pas mis un prix à tout ce qu'on attend de nous gratuitement à la maison, on continuera d'une manière ou d'une autre à l'attendre gratuitement de nous sur le marché du travail. Les sourires, la gentillesse, la disponibilité, la douceur, etc. Tant qu'on n'a pas attaqué la naturalisation à l'intérieur de la maison, elle nous poursuivra en permanence sur le marché du travail. Le fait est que l'histoire leur donne raison, qu'on n'a jamais réussi à sortir de malgré tous les combats, à aller jusqu'au bout de l'attaque de cette naturalisation qui pèse encore sur toutes les formes de travail reproductif rémunérées aujourd'hui. L'autre mouvement qui s'attaquait très fortement à cette idée-là, c'est le féminisme noir américain des années 80, un peu plus tard, qui disait que le féminisme qui prétendait que tout serait réglé quand on sortirait de la maison et qu'on irait sur le marché du travail, c'était un féministe de blanches bourgeoises qui n'en pouvaient plus d'être à la maison face à leur mari et leurs gamins et qui voulaient absolument aller sur le marché du travail, ce à quoi les féministes noires des classes populaires, pour une partie d'entre elles, répondaient « Nous, le marché du travail rémunéré, on y est depuis toujours et on peut vous dire que c'est pas le lieu de l'émancipation pour les femmes et nous, on aimerait bien avoir un peu plus de temps avec nos enfants, avec nos proches, avec notre communauté, parce que ce temps-là, c'est le seul temps où on peut exister comme des sujets politiques, ce qu'on nous refuse en permanence en dehors de nos foyers. » Donc il y avait aussi une conceptualisation extrêmement politique et subversive du travail reproductif, du travail domestique, du travail de soins, du travail de care, qui a d'ailleurs beaucoup nourri les féministes marxistes, puisque Silvia Federici est revenue sur sa manière de conceptualiser tout ça à la lecture du travail de Bell Hooks et des autres féministes noires, et cette idée que home place, ça peut être a site of resistance, ça peut être aussi un lieu de construction d'une résistance politique qu'on nous enlève dans l'espace public ou sur le marché de l'emploi.
Donc voilà, première réponse pour mettre un peu de nuance dans tout ça. Et en même temps, vous avez raison, il y avait la proposition d'un salaire. Cette proposition d'un salaire contre le travail gratuit, elle a été reprise par plein de luttes. Salaire étudiant, dans les années 70, mais encore aujourd'hui. Salaire artistique aujourd'hui. Salaire contre le capitalisme de plateforme. Il y a plein de mouvements sociaux. Il y a plein de... Non. Il y a plein de mouvements sociaux qui ont repris la conceptualisation féministe marxiste du salaire pour attaquer le capitalisme. Vous ne pouvez pas les assigner comme ça à ce type d'idéologie, c'est complètement opposé. Deuxième réponse à votre question, qu'on soit d'accord ou pas avec la proposition qu'elles ont faite dans les années 70. Je pense qu'il faut au moins la lire et l'analyser pour pas se tromper. Deuxième réponse à votre question, réduction du temps de travail domestique, réduction du temps de travail productif, ça permettrait de faire augmenter leur temps de travail domestique. L'histoire ne le montre pas, ou très peu. L'histoire nous montre plutôt que loin d'avoir des hommes qui se transformeraient en femmes au sens de conditions de travail, on a plutôt des femmes qui se transforment en hommes, en fait, c'est-à-dire en fait des femmes des classes supérieures qui peuvent échapper à leur travail domestique, les femmes des classes supérieures, qui peuvent y échapper en déléguant ce travail-là à d'autres femmes des classes populaires, racisées, à qui elles seront payées, mais dans des conditions de travail extrêmement difficiles, ce qui fait que Silvia Federici dit, souvent à propos de cette question de la reproduction sociale, en 40 ans, on n'a pas réglé le problème entre les hommes et les femmes, mais on a accru le problème entre les femmes. Donc on n'a pas réglé le problème entre la classe des hommes et la classe des femmes, mais on a accru le problème de classe entre les femmes, où on a aujourd'hui toute une partie des femmes des classes moyennes ou supérieures qui peuvent déléguer contre rémunération, pas tout, mais une partie de leur travail domestique, à des femmes qui elles-mêmes se retrouvent enfermées dans la reproduction sociale des deux côtés, puisque elles, leur travail domestique, elles ne peuvent pas le déléguer souvent, et par ailleurs, elles sont enfermées dans des métiers de la reproduction sociale rémunérés, mais dans des conditions de travail qui sont souvent très précaires, avec des horaires décalés, avec des conditions de vie difficiles. Donc, on a plutôt vu ça ces dernières années. Après, ça mérite d'être réfléchi et ça devrait être l'enjeu. Mais pour ça, je pense que, comme l'évoquait Sophie, il faut penser la question de qu'est-ce que les institutions peuvent faire pour s'attaquer frontalement, pas simplement à la valeur répartie de notre travail, mais à quel travail on veut donner de la valeur et comment on veut le diviser et le répartir entre nous. Voilà. Merci. Le problème de partage des tâches ménagères dans les classes moyennes supérieures est résolu. On voit dans le métro des pubs pour Shiva. Vous avez vu, partout dans le métro, on fait appel, à du personnel plus ou moins déclaré. En plus, c'est largement déductible des impôts. Alors, le partage des tâches ménagères chez les bobos au diable, pas de problème. Ou aux noirs, aux travailleurs immigrés, etc. Donc, il y a ça aussi. À l'intérieur des classes sociales, il y a des contradictions. Il y en a qui profitent très bien de la mondialisation. C'est pas homogène. Et la situation telle qu'elle est, ça convient bien. On a des femmes de ménage et des cuisinières qui font les cours pour vraiment pas cher. Une partie est déductible des impôts. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci beaucoup. Merci. Voilà. J'enchaîne peut-être sur le sujet de l'IA qui a été mentionné. Il y a trois relations à la machine, et en particulier à l'IA quand on travaille. Il y a ceux qui s'en servent. Ceux-là gagnent en productivité. J'ai mentionné les créatifs, en fait, qui récupèrent des assistants très efficaces, disponibles, etc., et qui améliorent leur propre productivité. Il y a ceux qui servent la machine. Du coup, là, c'est l'opposé. Et j'ai mentionné le rôle des blouses grises, du contremaître. Et là, le contremaître, c'est la machine. Donc, c'est un monde juste, c'est pas marrant du tout, puisque la machine, c'est quasiment tout ce que vous faites. On me parlait de tournevis connectés, qui mesure la pression, le temps d'utilisation, le moment, etc.
Et donc, c'est absolument épouvantable, et j'en conviens, et c'est ce que j'ai mentionné dans ma présentation, c'est que là, on contrôle plus grand-chose de son existence dans le cadre du travail. On a mentionné aussi les magasiniers Amazon. C'est juste épouvantable. L'image qu'on peut en avoir, c'est celle de Charlot là, qui s'affronte à sa machine, sauf que là, elle est invisible, donc c'est encore plus compliqué. Donc là, c'est quand on serre la machine, et il y a une étape suivante, et personne n'a démontré que cette étape n'existe pas, je ne suis pas d'accord du tout, c'est quand la machine fait le boulot à votre place. Et ça existe. Si on fait un petit peu d'histoire, avant, il y avait beaucoup de paysans dans les champs. Il y a eu la mécanisation, les tracteurs. Il y avait des paysans et des chevaux. Les chevaux, ils ne sont plus dans les champs. C'est remplacé par les tracteurs. Les paysans, ils ne sont plus non plus dans les champs, remplacés par la mécanisation du travail agricole. Ce monde-là s'est déplacé dans les usines. L'automatisation croissante du travail dans les usines, il y a aussi l'externalisation dans les pays du Sud, fait qu'il y a eu un appel vers le tertiaire. Ce que fait l'intelligence artificielle, pour partie, c'est l'automatisation du travail dans le tertiaire. On en est au début, j'ai mentionné le fait que c'est une science qui a 70 ans. 70 ans, c'est rien, c'est zéro. Si on compare à la physique, à la médecine, aux mathématiques. Donc on en est au tout début. Et ce qu'on voit, j'ai aussi évoqué un moment de bascule, le moment où les machines peuvent apprendre, soit à partir d'exemples. On peut mentionner les plusieurs centaines de millions de ce qu'on appelle les data workers, qui alimentent ces machines en exemple, parce qu'il leur en faut des quantités absolument invraisemblables pour l'instant. Donc ça, c'est le travail qui est généré, et c'est un travail qui n'est pas du tout marrant à faire. Donc je pense qu'on ne peut pas ignorer ce mouvement vers l'automatisation du travail, qui a démarré au 19e siècle avec la machine à vapeur, et qui là se prend une énorme accélération. Et alors, il y a des tas d'études sur est-ce que ça va créer des emplois, est-ce que ça ne va pas créer d'emplois. Personne n'est d'accord. Chaque étude contredit la précédente. La science ne produit pas du tout aucun consensus là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que ce mouvement vers toujours plus d'automatisation et des machines qui commencent à pouvoir s'améliorer elles-mêmes, à terme, je ne vois pas bien ce que les humains font dans cette affaire. Sauf les trucs les plus merdiques. Par exemple, la coiffure, on ne sait pas faire. Il n'y a pas de machine coiffeur, c'est trop compliqué. Tout ce qui est mou, le tissu par exemple, les robots ne savent pas manipuler des trucs mous, donc ça donne des tas de gens sous-payés dans le sud pour travailler sur les tissus. Donc il y a un certain nombre de limites, et ce qu'on voit, alors on connaît ChatGPT, les systèmes de langage, les systèmes qui produisent du dessin, des images, maintenant de la vidéo ou de la musique. Ce qu'on ne voit pas encore, c'est qu'en fait, ces techniques-là, ces machines-là, elles commencent à être intégrées dans la robotique. Donc les robots actuels, ils sont un peu concons. Ils savent reproduire, grosso modo, le même mouvement avec un peu d'adaptation, mais ils ne sont pas très fufutes. Ce qui est en train de se passer, c'est d'intégrer ces modèles d'intelligence artificielle dans les robots, en particulier dans les robots Android. Alors ça a été démarré comme le gros d'ailleurs de l'IA. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais sur les militaires américains qui ont défini les objectifs pendant très longtemps. Et en fait, les robots Android, qu'est-ce que c'est ? C'est les militaires parfaits pour faire la guerre dans les villes, à la base. Et donc, c'est les technologies duales, il faut aussi qu'elles servent à quelque chose dans nos existences. Donc il y a cette fusion qui est en train de se faire entre l'IA, qui est le côté intellectuel, pour le dire comme ça, de l'automatisation, et les robots, qui est le côté manuel. Donc ça, c'est l'étape d'après. Et moi, franchement, je vois cette tendance, je ne sais pas mettre une date, mais c'est un mouvement très, très, très fort et qui vise à faire le travail par des machines, pas par des humains. On est dans ce monde-là. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Je retiens qu'on revendique un salaire pour le travail domestique des hommes dans un futur proche pour construire une
un projet de société qui vise la culture de la paix et donc avec une forte implication des hommes dans le travail domestique. Je crois qu'on irait vers un monde bien meilleur. Et voilà. Sur ce, je vous remercie vraiment beaucoup pour toutes les contributions et je vous invite vivement à prolonger les discussions autour d'un moment apéritif qui vous attend ici au bar. Merci beaucoup. Je vais vous faire, hein.